À 4h00, 57 camions s'arrêtent net. En moins d'un quart d'heure, une scène frontalière banale devient une interception méthodique dont la cohérence logistique suggère autre chose qu'un simple contrôle routier. Que signifie cette nuit pour les citoyens quand l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, affirme pouvoir mesurer, expliquer et contenir une menace avant qu'elle ne dicte la peur collective? Si le convoi avait franchi la ligne, l'équilibre institutionnel, régional et narratif aurait basculé d'un seul coup. Ce récit ne promet pas un verdict rapide, mais une méthode d'analyse. En termes simples, il s'agit de comprendre la menace réelle sans bruit. L'objectif est de reprendre l'interception à rebours, puis de la reconstruire avec des éléments traçables, la synchronisation des camions, la logique du camouflage, la discipline opérationnelle et surtout la manière dont l'État choisit de transformer un choc en dossier. La question n'est donc pas seulement qu'a-t-on saisi, Mason, qu'est-ce que cette saisie révèle sur la capacité d'un pays à détecter, documenter et neutraliser une opération complexe avant qu'elle ne produise ses effets politiques? La promesse est double. D'abord, séparer les faits vérifiables des interprétations hâtives afin que le débat ne soit pas capturé par des récits concurrents. Ensuite, mesurer ce que signifie agir sans céder à l'urgence narrative. Préserver la chaîne de preuves, refuser la mise en scène et rendre chaque étape intelligible. Un détail encore invisible ici oblige pourtant à relire toute la scène. Plus de 700 millions de dollars, c'est l'évaluation d'une capacité militaire prépositionnée, pas d'un trafic improvisé. Et en quelques minutes, 57 camions sont neutralisés, signe qu'un verrou existait avant même que la file soit visible. Ce chiffre impose une lecture froide. Un convoi de cette ampleur ne naît pas sur un coup de tête. Il suppose du temps, des ressources, des relais et une confiance dans le silence. Avant l'aube du 16 août, les véhicules ne convergent pas par hasard. Ils partent de points distincts, avancent sans phare, puis se regroupent et près de la frontière togolaise, selon une synchronisation trop parfaite pour être accidentelle. La logistique vise à retarder l'alerte, compartimenter les rôles, réduire les signaux, rendre la masse invisible jusqu'au dernier moment. Dès lors, la question décisive n'est plus que transportait-il, mais comment cette convergence a-t-elle pu rester silencieuse si longtemps? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. La consigne n'est pas de gagner la bataille des images, mais de tenir la cohérence d'un dossier. Chaque camion est traité comme une scène distincte, chaque conducteur interrogé séparément, chaque numéro de série consigné. L'enjeu est stratégique. Transformer une saisie en preuve, puis une preuve en stabilité narrative. Car plus la chaîne de traces est claire, moins la manipulation dispose d'espace. Le contexte régional rend cette discipline encore plus lourde. Le Sahel connaît une circulation d'armes diffuses, mais rarement une architecture aussi dense et coûteuse, capable d'acheter, stocker, reconditionner et livrer à grande échelle. Le convoi devient alors la partie visible d'un plan plus large, et l'interception, un test précoce, prouvé par des faits traçables qu'un État peut agir avant que la peur ne gouverne. Reste un fil humain discret qui a tout déclenché, un détail de cadence, une discipline trop propre et un officier qui sait lire une route comme un système vivant. Le fil humain de cette interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries.
Depuis des années, il observe les routes comme un organisme vivant. Il ne traque pas seulement des véhicules, mais des écarts, une rupture d'horaire, une vitesse trop constante, une absence de phare là où la peur devrait produire de l'imprévu. Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent en premier, mais leur discipline. Une synchronisation trop propre, un silence trop maîtrisé, comme si la file avait répété son passage. Sous son commandement, 15 hommes se déploient en quelques minutes. Deux véhicules blindés légers sécurisent les segments clés. Un drone militaire survole l'axe pour confirmer la cohérence du regroupement. Le dispositif reste sobre, presque minimal, précisément pour éviter l'escalade. L'objectif n'est pas de provoquer un affrontement, mais de figer un mouvement avant qu'il ne prenne de la vitesse. Lorsque le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième, la scène change de nature. L'unité ne fait plus face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être immobilisée. À un moment précis, lorsque les bâches sont soulevées, un conducteur répète qu'il transporte de la farine et du lait en poudre. Sa voix ne proteste pas. Elle se réfugie dans une version apprise. Les caisses, elles, racontent autre chose. Des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact est immédiat. Ce n'est pas une cargaison opportuniste, c'est une capacité de basculement prête à être activée. Et quand une menace est stoppée avant l'aube, ce n'est pas seulement une route qui se ferme, c'est une trajectoire politique qui se dévie. Avant l'interception, le dispositif paraît presque ordinaire. Des camions circulent sur des axes voire secondaires, chargés de marchandises présentées comme humanitaires, sans déclencher d'alerte immédiate. Mais l'ordinaire est une façade. En amont, tout indique une préparation minutieuse. Des départs depuis des zones distinctes, des horaires calculés et une convergence différée pour éviter de sonner trop tôt sur les radars. La masse n'apparaît qu'au moment où elle devient complète. C'est là que le plan repose sur une idée simple: rendre la quantité invisible jusqu'à la dernière minute, puis franchir d'un seul bloc. Le basculement survient à 4. En quelques instants, les accès se ferment, les routes secondaires sont coupées, les patrouilles avancent par segments, sans précipitation mais sans hésitation. Le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième, avec l'effet domino d'une file qui comprend qu'elle est prise dans un verrou déjà posé. En moins de 5 minutes, l'axe est figé. En un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés, sans échange de tirs inutiles. La rapidité signale un choix tactique assumé, privilégier la capture intégrale plutôt que l'interruption partielle. Ce n'est plus une routine frontalière, c'est un événement stratégique. Quand les bâches sont soulevées, le climax prend forme. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, alignées avec une précision clinique. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes suggèrent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être déplacé, déjà conditionné pour une activation rapide. Sur le terrain, la perception bascule. L'unité n'a pas stoppé une cargaison irrégulière. Elle a intercepté une capacité opérationnelle complète. Les gestes changent d'aussitôt. On ne saisit plus. On balise, on photographie, on consigne, on protège. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports. Il coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette. Sécurisation totale du périmètre, zéro preuve détruite, zéro improvisation narrative. Les, les forces spécialisées sont dépêchées. Les équipes médico-légales prennent position. Chaque mètre devient une scène. Chaque camion devient un dossier distinct.
Les numéros de série cessent d'être un détail technique. Ils deviennent la clé qui relie des objets à des itinéraires et potentiellement à des chaînes d'achat. L'objectif n'est pas d'annoncer mais de démontrer. Les répliques arrivent de vite à 13. Des conducteurs paniquent et tentent de fuir comme si le danger n'était plus l'arrestation mais l'image figée qui deviendra preuve. Les chemins sont déjà bloqués, de nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. Arsenaux complets, munitions massives, systèmes lourds conditionnés pour un déplacement rapide. La cellule de crise se réunit, des images satellites sont projetées. Les itinéraires sont tracés comme si l'on reconstruisait à la fois un trajet et une intention. Ce qui devait rester invisible s'étale désormais sous la lumière, et cette lumière devient paradoxalement une arme défensive. Elle réduit l'espace des récits concurrents. Dans les heures suivantes, l'onde gagne l'espace public. Les médias relaient l'opération. Les réseaux sociaux s'embrasent de versions opposées. La population oscille entre peur et fierté. Pourtant, au cœur de la séquence, la ligne reste la même. Préserver la chaîne de preuves pour empêcher que la peur ne prenne le volant. Et c'est là que l'événement dépasse la nuit. Il ne raconte pas seulement ce qui a été arrêté, mais ce qui a été rendu visible, à temps. D'un point de vue de contrôle routinier, l'affaire aurait pu rester un convoi suspect. Mais, dès l'inventaire, le dossier bascule. Il ne s'agit plus d'une saisie isolée, mais d'une capacité militaire structurée, pensée pour durer et pour tenir un territoire. La preuve, ici, n'est pas une impression. Elle est une architecture chiffrée, et chaque mesure modifie la lecture stratégique. D'abord, environ 25 000 fusils de type AK-47 sont recensés. Cela permet d'armer des unités entières durablement, sans rupture logistique. Le chiffre ne décrit pas seulement une quantité, il décrit une intention. De quoi équiper plusieurs brigades sans dépendre d'un seul fournisseur, avec des pièces interchangeables et des flux de munitions compatibles. Une masse de cette ampleur ne sert pas à l'intimidation ponctuelle, elle sert à installer un contrôle prolongé, à saturer l'espace, à rendre la reprise coûteuse. Et le détail des premiers indices, une part renvoyant à des stocks libyens post-2011, ajoute une dimension de continuité. Le passé régional n'est pas effacé, il circule encore dans les caisses sous une forme reconditionnée. Ce point compte parce qu'il montre que l'arsenal ne vient pas d'un seul canal, il vient d'une mémoire de guerre, monétisée, transportée, puis remise en circulation. Ensuite, près de 10 000 fusils M16 sont identifiés, avec des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. La diversité des provenances réduit la détection et protège le centre décisionnel. Ici, l'enjeu n'est pas la provenance isolée, mais la combinaison. Mélanger des origines réduit le risque d'un point unique de traçage et prouve qu'un réseau peut absorber plusieurs sources, stocker, reconditionner, puis les livrer sans déclencher d'alerte immédiate. Pour les enquêteurs, cette diversité n'est pas un détail technique, c'est une signature. Elle indique du temps, de l'argent, des relais fiables et une capacité à compartimenter l'information. Plus le réseau peut varier les filières, plus il peut survivre à une fermeture partielle. Autrement dit, la diversité n'est pas un accident, c'est une stratégie de résilience. Enfin, plus de 400 missiles antiaériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Ces systèmes peuvent nier l'accès aérien et durcir toute riposte. Ce chiffre change la gravité tactique du dossier. On sort du registre de la contrebande opportuniste.
Une telle présence rend cohérente l'hypothèse d'un plan destiné à créer une fenêtre de vulnérabilité, à contraindre des mouvements adverses et à forcer des décisions politiques sous pression. Même sans ajouter d'hypothèse, la logique matérielle suffit. Ces équipements n'existent pas pour un coup de communication. Ils existent pour modifier une équation sécuritaire. Pris ensemble, ces trois mesures déplacent l'analyse. Les volumes parlent. Stockage pensé à l'avance, conditionnement standardisé, transport calibré pour une activation rapide. Les chiffres cessent d'être des données brutes, ils deviennent une carte de capacité. Et dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend une dimension stratégique. Ce choix vise à couper deux risques à la racine, l'erreur d'attribution et la bataille des récits. Plus la chaîne de preuves est nette, moins la manipulation dispose d'espace. La quantification devient alors un outil politique précis, transformer la force des nombres en stabilité narrative. Reste une question lourde, qui n'exige pas d'inventer. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? La réponse commence là où les chiffres changent de nature. Quand on relie patiemment les volumes aux routes, les routes aux paiements et les paiements aux décideurs. C'est ce passage du volume à la relation qui transforme une saisie en explication. Deux interprétations concurrentes émergent dès que l'affaire devient publique et les exposer sans caricature est indispensable pour comprendre la bataille du sens. La première, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace pour consolider son autorité. Dans cette lecture, le convoi devient un levier politique. Un pouvoir fragilisé dramatise un épisode grave afin de ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. Les défenseurs de cette thèse ajoutent qu'en contexte instable, l'urgence sécuritaire permet de justifier des procédures exceptionnelles, produisant un avantage intérieur. L'événement serait donc essentiellement domestique, la dimension géopolitique n'étant qu'un décor secondaire. La seconde interprétation, maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle insiste sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage. Dans ce cadre, l'interception n'est ni un accident, ni un trafic opportuniste, mais une opération concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait que la pièce visible d'un mécanisme plus vaste où l'argent, les relais et certaines couvertures servent de protection. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus spectaculaire, mais de déterminer laquelle explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Or, plusieurs points pèsent lourd contre une lecture strictement domestique. D'abord, les preuves matérielles décrivent une chaîne transnationale cohérente, des numéros de série reliés à des stocks libyens post-2011, des codes liés à des chaînes d'exportation européennes et une composition d'arsenal qui suppose des circuits multiples. Ensuite, la méthode logistique départ depuis des points distincts, convergence tardive, compartimentation des rôles, réduction des signaux visibles, correspond davantage à un schéma pensé pour rester silencieux qu'à une simple improvisation interne. Enfin, l'aveu d'un chauffeur, convaincu de transporter des pièces agricoles, suggère un système où chacun sait peu afin de protéger un centre décisionnel. La thèse minimaliste pourrait tenir si l'on ne disposait que d'un discours officiel, mais ici, l'enquête repose sur des objets traçables et sur une cohérence de chaîne.
Dans ces conditions, l'hypothèse la plus parcimonieuse n'est pas celle qui minimise, mais celle qui relie. Relier les caisses aux routes, les routes aux paiements et les paiements aux intérêts, c'est précisément ce que l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cherche à imposer, une lecture par la preuve plutôt que par l'emphase. Tout change au milieu du dossier. À mi-parcours, un élément fait basculer la lecture. Un plan intitulé Démocratie restaurée apparaît accompagné de documents préparatoires et de décrets déjà rédigés pour l'après. Ce n'est plus seulement une histoire de transport et de caisse, c'est l'ossature d'une prise de pouvoir écrite à l'avance. L'arsenal cesse d'être un simple moyen logistique et devient la garantie matérielle d'un calendrier politique. La découverte requalifie l'ensemble. Ce qui semblait une interception défensive ressemble désormais à la neutralisation d'un déclencheur. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus uniquement de sécuriser un périmètre, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage où se croisent relais financiers, intérêts liés à la défense et couverture diplomatique. Rétrospectivement, le convoi apparaît moins comme une livraison que comme une clé destinée à rendre possible la suite. Le point médian tient donc dans ce déplacement. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive car elle réduit l'espace de la manipulation. Et c'est précisément là que le dossier cesse d'être une saisie spectaculaire. Il devient une épreuve de souveraineté documentaire. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel. L'interception transforme une alerte en protocole et un protocole en routine. Les armées, les chaînes de commandement se resserrent, la coordination interservice devient systématique et la gestion de la preuve passée du réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État assume une ligne claire, documentée avant de proclamer afin que chaque décision puisse être vérifiée. À court terme, cela renforce la crédibilité institutionnelle. À moyen terme, cela impose une discipline coûteuse mais durable, parce qu'elle exige des moyens, des formations et une constance qui survit au cycle médiatique. Pour les entreprises, l'onde est paradoxale et se lie en deux temps. D'un côté, des signaux de prudence extérieure et des annonces de sanctions alimentent l'incertitude, notamment pour les importations stratégiques, les chaînes d'assurance et la prévisibilité des coûts. De l'autre, des partenaires alternatifs proposent des coopérations directes, attirés par une lisibilité nouvelle du cadre décisionnel et par l'idée qu'un État capable de tenir la preuve peut aussi tenir la règle. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, mais un réalignement. Certaines activités ralentissent, d'autres se redéploient, et l'économie apprend à composer avec un risque politique mieux cartographié qu'avant, donc plus gérable, même s'il demeure élevé. Pour les citoyens, l'impact est surtout psychologique, et il touche d'abord la perception du possible. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente, fierté d'avoir évité le pire, effroi devant ce qui aurait pu advenir. Dans les villes comme dans les zones frontalières, la discussion change de nature, parce que la sécurité cesse d'être une abstraction lointaine. Elle devient une expérience collective, liée à des preuves visibles, à des procédures compréhensibles, et à l'idée que la protection fonctionne sans se confondre avec un spectacle. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète, car elle rappelle que la menace existait déjà, mais qu'elle peut être contenue si la tension précède la panique. Pour la région, la conséquence est stratégique et dépasse la frontière où tout a commencé.
Une opération stoppée à un point de passage modifie les calculs des capitales voisines, parce qu'elle prouve qu'une convergence lourde peut être détectée et neutralisée, à condition de relier des signaux faibles à temps. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Réduire le risque d'embrasement transfrontalier. Même les organisations régionales, confrontées à des récits concurrents, doivent intégrer cette donnée. La preuve consolidée devient un facteur de stabilité, car elle ferme l'espace des manipulations rapides. Et c'est là que l'événement dépasse la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances, en rendant visible ce qui, d'ordinaire, reste souterrain. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent. Elles ne sont pas des prophéties, mais des cadres de lecture utiles pour penser sous contrainte, à partir des éléments déjà observables. Le point commun est simple. La stabilité ne dépend pas seulement de la force, mais de la capacité à maintenir une méthode quand l'urgence médiatique retombe. Dans une trajectoire de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête judiciaire avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre d'un coup, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les, les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Les partenariats se recomposent sans rupture totale. Les dispositifs annoncés après l'interception, transparence accrue des flux, audit permanent, coordination sécuritaire, produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Si cette trajectoire prévaut, alors le pays tient sans transformer encore. La priorité devient l'endurance administrative, garder la chaîne de preuves intacte et faire de l'exception une habitude. Dans une trajectoire plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacité documentaire devient un précédent, encourageant un partage d'informations plus dense et des coopérations opérationnelles régulières. Les échanges intra-africains s'intensifient, des cadres de confiance s'élargissent et des investissements se réorientent vers des projets dits souverains, perçus comme plus lisibles. Dans cette configuration, la transparence cesse d'être défensive et devient un actif politique. Le pays ne se contente plus d'avoir évité le pire. Il s'impose comme point d'appui institutionnel capable de transformer une crise en levier d'intégration. La condition, cependant, est exigeante. Rester cohérent, même quand la tentation de célébrer l'événement gagne l'espace public. Dans une trajectoire plus dure, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Sanctions supplémentaires, pression financière, campagne de désinformation, hausse des coûts d'importation. L'économie quotidienne se tend et la cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. Si cette trajectoire s'impose, alors la stabilité dépendra de la capacité à maintenir la preuve lisible dans le temps et à éviter que le doute ne devienne un marché. La bataille n'est plus militaire. Elle est narrative et administrative. Une recommandation traverse ces trois scénarios. Raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Si l'État continue à relier les signaux faibles à Dasha, à documenter avant de proclamer et à transformer chaque alerte en routine, alors la vulnérabilité recule, même sans certitude absolue. Au-delà des institutions, l'affaire se déploie dans la vie quotidienne à travers trois cercles distincts,
chacun recevant l'événement comme une expérience vécue plutôt qu'un simple fait d'actualité. Ici, la question n'est pas de répéter ce qui s'est passé, mais de comprendre comment une société intègre une menace rendue visible et quelles habitudes peuvent réduire son coût. Un premier cercle réunit celles et ceux qui vivent la sécurité au jour le jour: soldats, enseignants, chauffeurs de nuit, familles des zones frontalières. Pour eux, l'interception n'est pas une abstraction géopolitique, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes empilées produisent un mélange de soulagement et de gravité, parce qu'elles montrent à la fois la réussite de l'arrêt et l'ampleur de ce qui approchait. Un geste utile émerge: partager l'information vérifiée localement, sans amplifier la peur. Quand les récits gonflent, la vigilance devient émotion. Quand les faits circulent, elle devient pratique. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des narratifs internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique: des preuves, des procédures, des traces. Un pas concret consiste à comparer systématiquement les versions aux éléments documentés et à relayer des analyses fondées sur des chaînes de preuves plutôt que des slogans. Cette posture n'aligne pas les opinions, mais elle protège la discussion, parce qu'elle réduit l'espace où la manipulation prospère. Un troisième cercle rassemble celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes: étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière rare, presque pédagogique. Comment un réseau se cache? Comment une preuve se consolide? Comment une société réagit quand la menace devient visible? Un geste simple s'impose: apprendre à poser la bonne question: quelle preuve relie quoi? Avant d'adhérer à un récit séduisant. Cette discipline n'est pas froide, elle est protectrice, car elle transforme la curiosité en méthode. Dans ces trois cercles, une intuition commune se forme. La protection commence par l'attention aux signaux faibles. Une information partagée à temps peut devenir une contribution discrète mais décisive. Ainsi, la vigilance cesse d'être une injonction et devient une habitude ordinaire.